Bon, bonjour à tous ceux qui sont venus de bon matin à cette séance de lendemain de fête. Donc, nous allons vous présenter donc une matinée qui va s'articuler autour de 3 interventions sur la réduction des risques. Donc, la réduction des risques, c'est à la fois des textes, des lois, des principes d'intervention, des programmes et des pratiques, mais c'est aussi bien plus encore, vous allez le voir, le découvrir au cours de ces 3 interventions. Alors cette séance va débuter donc tout de suite jusqu'à 10h45 où il y aura une pause et nous allons donner l'animation de cette séance à 2 personnalités, 2 phares de la réduction des risques que vous connaissez tous très bien. Béatrice Stamboul, donc, qui est psychiatre, membre de Médecins du Monde depuis 30 ans, déléguée régionale PACA, actrice phare de la réduction des risques, qui est très connue pour son action au niveau du bus à Sud, au niveau du projet de salle de consommation à moindre risque, qui est donc membre aussi du Corévi, très mobilisé sur la problématique santé mentale, précarité, très mobilisé sur l'accès aux soins des publics en situation précaire, des délogés, des migrants, et qui est aussi vice-présidente de la PHM. Alors j'en oublie sûrement, mais je crois que vous connaissez parfaitement Béatrice, pour que je ne m'apesantisse pas davantage. Patrick Aebérard va aussi présider la séance, ce qui nous promet donc un échange très riche. Et Patrick Aebérard est donc à la fois cardiologue, docteur en droit, auteur de nombreux ouvrages. Il a contribué à la création de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde. Il a été président de Médecins du Monde. Il a été amené à mener de nombreuses missions humanitaires, du Biafra au Liban, en Afghanistan, je ne citerai pas tous les pays dans lesquels il est intervenu, mais c'est une personnalité importante dans ce champ-là. Il a été conseiller au cabinet de Bernard Kouchner, où il a été chargé de l'exclusion, puis de l'activité physique et sportive, mais aussi des conduites dopantes. Il a commis de nombreux ouvrages, alors plus de 130, donc on pourrait les citer pour laisser à tout le monde le temps d'arriver, mais j'en citerai 3 principalement. Il a été co-auteur avec Bernard Kouchner du devoir d'ingérence. Il a aussi écrit Droit et stratégie de l'action humanitaire avec Pierre-Olivier Chaumet aux éditions Marais Martin en 2018. Et en 2019, la réduction des risques chez les usagers de drogue, le rôle des ONG avec Pierre-Olivier Chaumet, Bernard Lebeau, donc aux éditions LEH en 2019. Donc voilà, donc je vais laisser la parole aux premiers intervenants. Donc il y aura une petite modification dans l'ordre des interventions, puisque nous allons commencer par l'intervention de Sandra Comer de New York, qui porte sur le développement de traitements dans les troubles de l'usage d'opiacés. Dans quelle mesure les résultats des études précliniques et cliniques concordent-ils? Et ensuite, ce sera une intervention plus sur une réflexion sur comment la réduction des risques participe-t-elle à la clinique des addictions, de la substitution à une médecine personnalisée. Ce sera Perrine Roux de Marseille. Et nous finirons par le début, puisque ce sera Combler le fossé, approche intégrative de la réduction des risques et du traitement des addictions par Jason Farrell d'Amsterdam. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée autour de la réduction des risques. Merci Martine pour cette présentation. Enfin, il ne faut pas que ça occupe non plus la totalité de la session. Donc je suis extrêmement contente, je suppose mon ami Patrick aussi, de présider cette session sur la réduction des risques qui va aborder des aspects terrain et des aspects recherche. Si je peux juste dire un petit mot aux organisateurs, c'est qu'une session réduction des risques où il n'y a pas la présence des usagers dans le panel de présentation, à mon avis, c'est, disons que c'est perfectible, que j'espère qu'effectivement on pourra, dans un avenir meilleur, faire aussi participer, parce que bon, dans ma conception moi, de la réduction des risques sans les usagers eux-mêmes, c'est un peu bancal. En tout cas, je me réjouis
de recevoir ici des gens que je connais pour la plupart depuis longtemps. Et donc, pour des raisons, vous avez compris, liées à la distance, on va commencer par, si j'ai bien compris, notre intervenante ne viendra que pour la discussion, c'est ça? Parce qu'elle est enfin, il est tôt encore à... Hein, voilà. Elle est connectée, mais elle a enregistré sa présentation. D'accord, ok. sera Donc on va la présente pour les saluer questions. et sans tarder, on va demander donc la projection de sa présentation qui est, je crois, Perrine, complémentaire un peu de la tienne, non? Hi, everyone. I would like to thank the meeting organizers for inviting me to give this presentation and you for your interest in hearing it. So let me share my screen. So what I'd like to talk to you about today is the process of developing medications for treating opioid use disorder, and to discuss how well the procedures match up in terms of preclinical to clinical laboratory studies and clinical treatment trials. All of the research that I'll be presenting today was supported by NIDA, and I just want to show you some of my disclosures. Opioid use disorder is prevalent worldwide, and it's particularly problematic in the United States. Unfortunately, opioid-related fatalities are still increasing. These are the most recent data from the CDC describing opioid-related overdose deaths by drug class, and most of it is being driven by fentanyl and its analogs, as you can see here. These are data that were recently published in the Journal of the American Medical Association. So in terms of overall deaths, the leading cause is due to heart disease, followed by cancer, and then in this past year, COVID-19 was the third leading cause of death. And after that is unintentional injuries, and these are by and large drug-related overdose deaths. And of these, the big driver, as I just showed you, is opioids. So I want to talk to you about developing medications for treating opioid use disorder, because this is one of the best approaches that we have now to protect people from overdose, both fatal and non-fatal. So we'll concentrate on maintenance therapy, and we'll describe to you the preclinical and clinical models that are used to develop these medications. And I'll start first with the approved medications, and these are all opioids that are that have been approved, and then take you through an example of a non-opioid medication. So just to tell you what I'm going to tell you, there's good translation from preclinical to clinical studies to treatment for the opioid medications for the most part. And there's not as good translation for non-opioid medications. And so the question is, why not? So in the US, there are three main medication maintenance approaches. One is, the first one that was approved was methadone in 1972. This is a full mu opioid agonist, followed by the approval of naltrexone. It's an opioid antagonist. And then more recently, buprenorphine, which is a partial agonist. So some of the preclinical and clinical laboratory models for maintenance medications include the following. So in the preclinical area, there's the conditioned place preference. There's an intracranial self-stimulation procedure. The gold standard tends to be the intravenous drug self-administration, and then drug discrimination is also used. In clinical settings,
subjective effects questionnaires are most commonly used. The drug discrimination procedure is also used on occasion, and then self-administration using various types of procedures. So with regard to the preclinical models, I want to take you through briefly what each of them are. So this is the conditioned place preference model. It just basically measures the ability of stimuli associated with drug to influence behavior. So the animal is injected with drug and placed in one chamber, and then on a separate session, injected with saline, for example, and placed in the other chamber. And then on a test day, after repeated pairings of that, they are placed in the chamber where they can freely move from one to the other. And the amount of time that they spend in the drug-associated chamber is viewed as the as the preferred side. Intracranial self-stimulation involves placing an electrode into the medial forebrain bundle and measuring the ability of, or the interest of the animal in pressing a lever to receive stimulation in that area of the brain. And if a drug that is of abuse is given, then it shifts this curve to the left or the right, and it measures the ability of the drug to modify responding for the stimulus, that electrical impulse into that area of the brain that is believed to be associated with reward. The IV self-administration model is one where an intravenous catheter is placed into the animal. There's an infusion pump that pumps drug into the animal if they press a lever. So this is the model that most directly measures drug-taking behavior in people, and because it measures the ability of the drug itself to influence behavior. And then finally, the drug discrimination procedure is one where the animal is injected with drug and trained to respond on one lever for a food reward. And then on another day, they get an injection of saline and they respond on the other lever. And eventually they learn to discriminate the drug from the saline. And on a test day, if a novel drug is administered, they are allowed to respond on either lever to be reinforced with food. And this measures the ability of the test drug to elicit responding on a lever that was previously associated with a training drug. So this measures the similarity between the test drug and the training drug. Clinically, the procedures involve subjective effects questionnaires, drug discrimination, and self-administration. So subjective effects include questions like the following: I like the drug, and this is often given on a bipolar scale, anchored on one side with dislike very much and on the other side with like very much. And the person is just simply told to make a mark along the line, how much they like or dislike the drug. We also ask a bunch of other questions like I feel high, I feel a good effect, bad effect, etc. So the self-administration procedure, there are a variety of ways of doing this, but I'll describe to you the way that we do it in my lab. So we use a drug versus money choice procedure where, participants are given a sample dose of drug and told that they would be also working for money, in this case $20. And then during a separate session, they're allowed to choose to work for either the drug or the money, and by making clicks on a computer mouse. So we measure the amount of responding that's elicited by the drug and preference for the drug over money. So in this procedure, if the person, selected the drug option 7 times and the money option 3 times, and they had received 50 milligrams of drug on a previous sample session, then they would have earned 35 milligrams. And if they chose the drug option 3 times, then they would get $6. So each time the option is chosen, the number of responses required to obtain that
fraction of the drug increases substantially. So here, the highest ratio value that they complete was would have been 1,600, and then for a drug, and then 200 for money. So in this procedure, the participant would have received 35 milligrams of drug and $6. And at the end of the session, the money goes into their bank, the drug goes into their arm, and they experience the drug effect. So let's go backwards from, with the approved medications. So I'll start with the treatment data, human lab data, and then the animal data, using the 3 approved medications that we have. So we know from, various studies, including this really nice one that Evgeny Krupitsky led, that naltrexone is effective in retaining participants in treatment. So over a 6-month period of time, about half of the participants were still in treatment if they received active naltrexone, and fewer people who received the placebo injection were retained in this study. Similar retention rates have been reported for methadone and buprenorphine. So this is 6 months of treatment, and with both of these medications, we have about half of the patients who are retained in treatment. So all 3 of these medications are effective. In the human laboratory, these are data from my lab a number of years ago. On the top, I'm showing you the breakpoint value, and on the bottom, I'm showing you subjective ratings of feeling a good drug effect. So under baseline conditions, each of these panels represents a week of testing. So this is baseline. They received the study medication here, and then we followed them for 6 weeks, giving different doses of heroin during the week. So under baseline conditions, heroin produced a dose-related increase in both breakpoint value and subjective ratings of good drug effect. After the naltrexone was administered, it completely suppressed both self-administration and subjective ratings for up to 4 weeks. By week 5, the effects of the naltrexone had begun to wear off, and by week 6, it had pretty much returned to baseline levels for both of these effects. Buprenorphine also produced a reduction in heroin self-administration here, and on the bottom panel, I'm showing you subjective ratings of feeling high. So under baseline conditions, or under placebo maintenance conditions, there was a lot of heroin self-administration that was suppressed in a dose-related manner by buprenorphine, and the same is true of the subjective ratings. These were data that were collected by Eric Donnie in Sharon Walsh's lab, showing you that when participants were maintained on different doses of methadone, this is 50, 100, and 150 milligrams per day, heroin self-administration was suppressed in a dose-related manner, and so were subjective ratings of feeling the strength of the drug effect. So in the human lab, all of these effects were suppressed in a similar manner. So what about the animal lab? These were data collected by James Rowlett, where he had monkeys self-administering heroin, and with naltrexone, there was a large dose-related rightward shift in the dose response curve for heroin in all 4 of the monkeys that were tested. So these data are consistent with the human lab data. With buprenorphine, again, these are data collected by Steve Migas. There was a dose-related rightward shift in the dose response curve. So with the highest dose of buprenorphine, he reported the largest shift to the right.
In the same paper, he was also reporting on the effects of methadone. So these are different doses of methadone that were given. And for this medication, for some reason, there is no change in heroin self-administration. And this effect has been reported in several other studies. So it's not just some procedural error here. So it's not really clear why methadone doesn't show the same pattern of effects as you would expect. The methadone in rodents, for example, though, do show, the pattern of responses that you would expect. So not sure why it doesn't hold up for primates. So let's go in the other direction with non-opioid medications. And I'll use as an example, lorcaserin. We'll start with the animal data, move to the human lab, and then treatment. So this was a summary paper that was published a few years ago by Greg Collins, Lisa Girac, and Charles France. So 11 out of 12 preclinical studies showed a positive effect for lorcaserin across multiple species in rats and monkeys and drug classes. So cocaine, nicotine, ethanol, and opioids. So this was viewed as a very promising medication, and there was a lot of excitement around it. So the rationale was that lorcaserin affects serotonin neurotransmission, and it is involved in drug reward and cue reactivity via the mesolimbic dopamine system. Activation of 2C receptors excites GABA neurons, which inhibit dopamine neurons. Lorcaserin, or Belviq, is approved, or was approved, as a 5-HT2C receptor agonist for treating obesity. And it dose-dependently decreased oxycodone, cocaine, and nicotine self-administration and cue reactivity in preclinical models. So these are some data from that Harshini Neelakantan published in Catherine Cunningham's lab. This is the effect of lorcaserin on oxycodone self-administration when it was given intravenously. And you can see that there's a dose-related reduction in self-administration that was reversed by this selective 5-HT2C receptor antagonist, SB242084. So this appears to be mediated by serotonin 2C receptors. Lorcaserin also dose-dependently suppressed oxycodone cue reactivity following extinction reinstatement. So we evaluated lorcaserin in my lab, partly based on these data that were collected in rats, and also because lorcaserin had been shown to dose-dependently increase smoking cessation and prevent the associated weight gain that typically occurs with smoking cessation. So at the time that we ran this study, the effects of lorcaserin in humans on behaviors associated with opioid use disorder were unknown. So lorcaserin, we tested it as a maintenance medication in the 7-week inpatient study. We detoxified heroin users during the first week after admission into the hospital and stabilized them on either lorcaserin, placebo, or active, so 10 milligrams twice daily. And then we started testing. So the first week of testing involved active oxycodone self-administration, and then the second week of testing involved, placebo oxycodone in an extinction relapse kind of procedure. Then during the 5th week, participants were stabilized on the other dose that they had not been initially randomized to, and then we repeated the testing pattern. So what we found was that oxycodone was self-administered more than placebo. So here's, the percentage of drug choices was around 70% for active oxycodone. And when placebo was available, it decreased substantially. Lorcaserin, however, had no effect on ongoing self-administration. And it didn't really affect
much of the subjective responses of oxycodone, except for an increase in visual analog scale ratings of wanting heroin. So it actually increased, craving for heroin. And this was a study that Francis Levin in our group published recently, where they examined lorcaserin as a potential treatment for inducting patients onto extended release naltrexone. And their conclusion in this study was that lorcaserin failed to improve outpatient induction onto naltrexone. So these data suggest that at least this dose of lorcaserin may not be effective in treating opioid use disorder. So overall, there seems to be pretty good translation from preclinical to clinical to treatment, for opioid medications. So for the most part, methadone seems to be an exception for some reason. And there's not very good translation for non-opioid medications. So the question is why? One, easy response might be that there are just species differences in the effects of these medications. Another reason is probably, more important in that there are dosing limitations in humans, i.e. side effects, so that we are not able to, push the dose as high as we can in preclinical models. Another factor is, not related to medication. It's related to compliance with taking the medication. So in clinical treatment trials, for example, if the side effects, for example, are uncomfortable, then patients just won't take the medication, and obviously then it won't work. There also may be problems with the models, like there may be some procedures that are used in both the human lab and the preclinical models that may not be capturing the clinical situation quite adequately. And then another factor that we have not really paid enough attention to, I don't think, is effect sizes. So sometimes we see in the human lab and the preclinical models some reduction in self-administration, for example, but the magnitude of the change is not clear, like how much we need to reduce subjective ratings of drug liking or drug self-administration in order to translate effectively into good clinical outcomes. So I think the things that we need to pay more attention to are, the side effects profiles in these preclinical models that we have, as well as the effect sizes. Compliance has been a chronic problem, and there have been many attempts actually to address this issue, and I think we need to continue to concentrate on these. So I would like to thank a bunch of people in my lab for helping collect a lot of these data, and I'd like to thank you for your attention. Écoutez, je remercie la remarquable présentation de Sandra Commert. Je dois dire que mes compétences ne vont pas jusqu'à comprendre la totalité de ce qui a été dit, et je pense que c'est... Enfin, s'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions, je crois qu'elle pourra être contactée un petit peu plus tard dans la matinée. On vous dira quand. Donc, nous présidons une session qui parle de réduction des risques. Donc, je suis très attaché à ce que la recherche se penche sur le travail de terrain que nous conduisons. Et je remercie par avance Perrine, qui est chercheur. Pardon ? Tu peux poser des questions. Ah, j'avais pas compris. Pardon, excusez-moi, Sandra, je savais pas. I didn't know you were there. So if there are questions concerning the presentation, you can ask them now, because our colleague Sandra is
Connected. Bon, je répète en français. Vous pouvez poser des questions sur la présentation de notre collègue Sandra Comer. Elle est en contact et elle peut répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il faut peut-être expliquer que s'il est très tôt pour elle, il est encore aussi assez tôt pour nous. Et la totalité des participants n'est pas encore arrivée, ce qui explique qu'ils sont un peu frileux. Peut-être que ça va venir. Alors, je vais passer à la communication suivante, qui est celle de Perrine, chercheur INSERM, domiciliée à Marseille, ma voisine, ma copine, et qui va nous parler de... Ben oui, mais... Bon. Voilà, je te passe la parole. Okay. Dis-nous de quoi tu vas nous parler. Merci Béatrice. Donc on va passer de la neurobiologie à la réduction des risques. Je tenais à remercier la THS, Jean-Pierre, Archites, de m'avoir invité et surtout de m'avoir permis de rencontrer donc Sandra qui a présenté avant. C'était un peu pour ça aussi, on voulait faire une présentation à plusieurs voix. Que j'ai rencontré lors d'un ATHS il y a 10 ans de ça, et grâce à cette rencontre, j'ai passé 2 années à New York en postdoc à l'Université de la Columbia. Donc merci Jean-Pierre pour cette rencontre. Je vais donc vous présenter un peu des travaux, quelques-uns de nos travaux, les travaux du CESTIM, donc de mon équipe. Ainsi que des travaux d'autres équipes qui ont permis de montrer en quoi la réduction des risques peut apporter des éléments à la clinique des addictions. Alors, il me faut ça. Voilà. Alors, je voulais avant tout rendre hommage à 2 chercheuses qui ont inspiré mes travaux. D'abord, Sandrine Musso, anthropologue, et qui m'avait invité en 2020 à présenter certains de ses travaux lors d'un colloque qui consistait à proposer des regards croisés entre l'anthropologie et la santé publique. Sandrine m'a finalement appris à regarder un peu différemment mon objet de recherche, à déplacer un petit peu le regard que peut porter l'épidémiologie sur les drogues et les addictions. Elle a écrit notamment Comment l'anthropologie de la santé éclaire. Elle a également écrit un ouvrage, Faire preuve par l'épidémiologie, en montrant que finalement on peut, grâce à d'autres disciplines que l'épidémiologie, apporter des éléments de réponse et permettre de faire avancer un peu les connaissances. Je rends hommage également à Marie-Jeanne Crick, hein, ça a déjà été fait. C'est un peu, voilà, elle a inspiré mes travaux puisque la méthadone fait partie de mes objets de recherche. Marie-Jeanne Crick a publié très tôt, dans les années 70, et a montré que la méthadone, finalement, était bien tolérée par les personnes. Elle a publié ses articles dans les années 70. Donc, d'abord, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est la réduction des risques, mais voilà, je trouvais important de redécrire un petit peu les grands principes de la réduction des risques. C'est avant tout une stratégie qui va permettre de réduire les conséquences négatives liées à l'usage de drogue. Et c'est important de préciser qu'elle concerne tous les usages, qu'ils soient expérimentaux, récréatifs ou inscrits dans une prise en charge. C'est une approche qui est à la fois holistique, elle va prendre la personne dans sa globalité, elle est pragmatique, elle a des objectifs qui ne sont pas seulement sanitaires, ils sont également sociaux et légaux. Elle s'inscrit dans une démarche communautaire où on va impliquer les personnes concernées dans les choix que l'on va faire. Elle promeut un changement social et elle s'inscrit dans un ensemble de principes, des principes que vous connaissez pour beaucoup, mais qui vont consister à respecter les droits des usagers, à être dans le non-jugement, encourager évidemment aussi l'autonomie, la responsabilité des usagers. Il y a des notions aussi d'aller vers dans la réduction des risques. Et puis, faire participer, c'est un peu le cœur de la réduction des risques, faire participer les usagers
à la construction de la réduction des risques. Donc, on connaît, c'est aussi un ensemble de services, hein, ce n'est pas seulement des principes. Et les deux piliers un peu de cette approche sont les programmes échange de seringues et les traitements de substitution aux opiacés. Il y a également un grand nombre d'outils qui sont en développement aujourd'hui, les salles de consommation, mais aussi le fait d'accompagner les personnes vers des programmes de réinsertion et d'hébergement fait partie des outils de la réduction des risques. On a l'analyse de drogue, on a d'autres outils, jusqu'à la PrEP pour le VIH, qui est un outil de réduction des risques. Donc, si les États-Unis ont mis en place la méthadone très tôt, nous, la France a été caractérisée par une substitution à base de buprenorphine dans les années, donc en 96. En fait, pour reprendre un peu l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce traitement était prescrit au départ contre les douleurs, le Temgesic, et puis au moment de la flambée de l'épidémie de VIH parmi les personnes qui injectaient des drogues, il y a eu une réponse officieuse de certains médecins, courageux médecins, qui ont été qualifiés de dealers en blouse blanche et qui ont proposé cet antidouleur comme traitement de substitution. Et puis cette réponse s'est transformée en une réponse officielle en 1996 à travers l'accès à la méthadone et à la buprenorphine, qui est devenu donc le Subutex en comprimé que vous connaissez tous. Donc ces traitements de substitution sont des outils de réduction des risques et nous avons des données en France très intéressantes qui ont montré que au fur et à mesure que les patients ont eu accès à ce traitement, est-ce que c'est ça? Non. Ah zut. Voilà. Bon. C'est pas grave. Il y a eu une réduction de la pratique de l'injection parmi les utilisateurs. En même temps que ces traitements donc, ont été rendus accessibles, un des éléments majeurs pour la santé publique a été une réduction drastique des overdoses. Donc ça, c'est quelques-uns de nos travaux qui ont montré que ces traitements étaient également utiles dans la prise en charge du VIH, puisqu'on a montré au travers d'une cohorte Manif 2000 qui était composée donc, de personnes infectées par le VIH par voie intraveineuse, que les traitements de substitution avaient un impact positif sur l'observance aux antirétroviraux. Donc, on a montré non seulement que l'accès à ces traitements de substitution, méthadone ou buprenorphine, et l'arrêt de l'injection permettait d'avoir une observance égale aux personnes qui ne consommaient pas. Mais il est important aussi de préciser que même si les usagers continuaient à injecter, il y avait une amélioration de l'observance. Et on a montré également sur des critères plus objectifs, qui est la charge virale, que le fait de rester en traitement de substitution permettait d'atteindre une charge virale indétectable. Donc si ces traitements de substitution sont des outils de réduction des risques, ils sont aussi associés à certaines prises de risques. On sait que certains patients sous Subutex injectent leur traitement. Au travers d'une enquête qui a été menée au début des années 2000, l'enquête Subazur, en région PACA, on a montré que chez les patients substitués et stabilisés depuis au moins 3 mois sous Subutex, 12% déclaraient avoir injecté le traitement au cours du dernier mois. Une étude australienne a montré également que 28% des patients sous buprenorphine déclaraient injecter leur traitement. Et puis, des données de l'OFDT, l'enquête ENA-Carude a montré que 35% des usagers des Carude injectaient ce traitement. Il y a de nombreuses conséquences à l'injection des comprimés de buprenorphine. Celles que vous connaissez évidemment, les risques de transmission du VHC et du VIH, mais aussi des complications cutanées qu'on oublie souvent, avec des abcès et puis voire des endocardites. Il y a également des conséquences liées à la stigmatisation et puis un risque légal qui va être pour les usagers d'être dans des pratiques de contournement, de falsification d'ordonnances. Et là, je vous ai mis, je ne sais pas si c'est très... Voilà, de ma pratique de pharmacienne avant de démarrer mes travaux de recherche, une ordonnance qui... falsifiée, voilà, avec du Subutex,
du cytotec, de la diprozone, voilà. Et ça montre aussi voilà, que les personnes vont mettre en œuvre des pratiques pour accéder à leur traitement. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le patient qui est en échec ou le traitement qui est en échec? Voilà. Donc là, j'ai quelques éléments de réponse. Au travers de l'enquête Subasure dont je vous parlais précédemment, on a pu montrer quels étaient les facteurs associés à l'injection, au détournement du traitement par d'autres voies d'administration. Et donc, on a trouvé que les facteurs associés à l'injection de buprenorphine, c'était le fait de percevoir le dosage comme inadéquat. On a également exploré la question du sniffing, parce que la buprenorphine est sniffée également par les patients. Et on a trouvé un résultat intéressant, c'était que les patients qui percevaient le traitement comme inadapté étaient plus à risque de consommer leur traitement par sniffing. Il y a également une prise de risque dans la substitution qui est peu explorée, et c'est une question que je pose, il y a peu de données dans la littérature qui vont dans ce sens-là, c'est l'impact de la substitution sur l'augmentation d'autres produits. Lorsque la personne passe de l'héroïne à la méthadone, par exemple, le lien avec la consommation de stimulants. Donc voilà, c'est peut-être des travaux à développer dans le futur. Il y a des réponses thérapeutiques qui ont été apportées à ces phénomènes. La Suboxone, qui a été déployée plutôt aux États-Unis, une buprenorphine donc combinée à un antagoniste des récepteurs opiacés, la naloxone, qui a pour objectif de limiter le détournement par les patients. Alors, je viens justement éclairer un petit peu avec une étude qui a été conduite en Malaisie. En Malaisie, à un moment donné, où le Subutex a été remplacé par la Suboxone. En fait, les résultats de cette étude montrent qu'effectivement, il y a une réduction de l'injection de buprenorphine, mais quand on va creuser un peu ce qui se passe dans les pratiques des patients, il se trouve que l'enquête socio-anthropologique qui a été menée auprès de ce public montre que les patients divisent les comprimés et injectent plus fréquemment la Suboxone. Donc ça augmente les risques, surtout dans des pays où la prévalence VIH, hépatite C est très élevée. Et également, ils associent à la Suboxone de l'héroïne, des benzos pour obtenir l'effet recherché. Et puis, on a vu une augmentation des usagers qui injectaient l'héroïne dans ces populations. Donc, une autre réponse thérapeutique à ces pratiques d'injection a été donc l'héroïne médicalisée, un traitement intraveineux. Il y a de nombreux essais cliniques qui ont montré l'efficacité de ce traitement. Peu de pays proposent ce traitement actuellement et les conditions d'accès sont évidemment contraignantes avec des prises quotidiennes, une supervision systématique. Donc, dans ce contexte-là, j'ai participé à une réflexion sur la mise à disposition d'un traitement injectable en France. Et j'ai proposé de mettre en place une enquête en collaboration avec AIDE et ASUD auprès d'un ensemble d'injecteurs d'opiacés. Donc on a pu atteindre 557 injecteurs d'opiacés et on s'est intéressé à l'acceptabilité de ces personnes qui injectaient des opiacés vis-à-vis d'un traitement par buprenorphine intraveineuse. Donc les données de cette enquête ont montré une forte acceptabilité, donc 83% des personnes déclaraient être intéressées par ce traitement, et plus particulièrement chez les personnes qui présentaient des complications cutanées et qui avaient moins d'expérience d'overdose. Cette acceptabilité était diminuée chez les jeunes et était diminuée si on leur demandait s'ils étaient prêts à recevoir un traitement supervisé quotidiennement, et tout particulièrement chez les jeunes et les personnes insérées. Et puis, quand on s'est intéressé à l'acceptabilité au sein des injecteurs spécifiquement de buprenorphine, on a montré un résultat, évidemment une acceptabilité plus importante, mais un résultat intéressant, c'est que les personnes qui ne recevaient pas une prescription de buprenorphine étaient plus intéressées par ce traitement. Donc ça montre que finalement, un traitement injectable pourrait attirer d'autres personnes vers les soins, des personnes qui ne sont pas traitées par un médecin. Donc on a également d'autres réponses thérapeutiques qui ne sont pas pour les personnes qui injectent, mais qui sont intéressantes pour des patients plus stabilisés,
Donc il y a le long acting, vous en avez entendu parler à des sessions précédentes. Donc un intérêt pour les personnes pour diminuer les contraintes liées à la prise quotidienne, pour améliorer l'observance, pour dans certains cas réduire la stigmatisation associée à la prise du comprimé. Mais voilà, j'ai exploré un petit peu la littérature sur ces questions-là. C'est un traitement très récent. Il y a quand même une étude qui a été conduite dans un programme échange de seringues qui étudie l'acceptabilité vis-à-vis de ce traitement long-acting, et on montre que ces patients-là, ces personnes suivies dans des centres de réduction des risques, préfèrent quand même les comprimés au long-acting. Donc voilà, c'est une étude préliminaire, mais à confirmer par des enquêtes prochaines. Donc ces données montrent qu'il est important d'élargir les options thérapeutiques pour répondre aux besoins des patients qui sont multiples, et puis surtout de prendre en compte le choix et les préférences des patients. Donc plusieurs questions se posent. D'abord, est-ce que le traitement est une priorité pour la personne ? Quelle est la forme galénique qui va être la plus adaptée à ces patients, du médicament à libération prolongée à la voie intraveineuse ? Quelle molécule ? C'est aussi le patient qui peut choisir la molécule qu'il va recevoir, de la buprenorphine au morphinique. Et puis aussi, ne pas oublier la question de la sortie de la substitution. C'est finalement une question qui est peu explorée dans la littérature scientifique et qui mériterait aussi qu'on s'y intéresse un peu plus. Donc, à côté des options thérapeutiques, je voulais juste rapidement parler du cadre et du lieu de prise en charge de ces personnes, parce que le traitement ne fait pas tout, et il est important de questionner aussi la prise en charge globale et où cette prise en charge est proposée. Donc ça, c'est les travaux d'une étude que j'ai menée avec Sharon Stantcliffe à New York, quand j'étais en postdoc à la Columbia. Sharon, qui est une figure emblématique de la réduction des risques aux États-Unis. Et j'ai participé à l'évaluation de leur programme bas seuil dans le centre de New York, qui était destiné aux personnes précaires. Et on a montré que ce programme bas seuil, c'était un programme assez innovant et unique, parce qu'il y a peu de programmes de ce type-là. À l'époque, en tout cas, il y en avait très peu aux États-Unis. Et donc, on a montré une très bonne rétention en traitement, enfin une très bonne, en tout cas, pour ce public qui n'a pas accès aux soins. Ça permet de les maintenir dans les soins, malgré des conditions de vie très particulières. Une autre question sur le cadre de prise en charge, c'est, on connaît évidemment l'accès dans les centres spécialisés, dans les hôpitaux, mais questionner l'accès à la médecine de ville. Et ça fait partie des travaux qu'on a conduits il y a plusieurs années, une étude qui a été coordonnée par Patricia Carrieri, un essai randomisé qui a montré que initier la méthadone en médecine de ville était équivalent à l'initiation en centre spécialisé. C'est un résultat important. Et un autre résultat de cette étude qui est très intéressant, c'est que les personnes qui étaient randomisées en ville avaient moins refusé l'étude que les personnes qui étaient randomisées en centre spécialisé. Et ça, finalement, c'est un des résultats principaux de cette étude Métaville. Cette étude a été citée tout récemment dans un article du BMJ qui montre que la prise en charge en médecine de ville est coefficace et tout à fait acceptable par les patients. Et puis, donc, je n'ai pas de données scientifiques sur les microstructures, mais un modèle intermédiaire qui est développé en France, qui est très intéressant, qui va consister à une prise en charge en ville au travers d'un réseau de professionnels adaptés pour ce type de public. Une autre question rapide qui est importante dans cette prise en charge, ça va être, je l'ai déjà dit auparavant, mais de prendre en compte la perception des patients. Et je présente ici les travaux d'un collègue de New York là, qui est sociologue, Pedro Mateu Gelabert, qui a mis en place une étude sociologique auprès de personnes qui étaient sous méthadone. Et il montre que les perceptions de ces patients sont très critiques vis-à-vis de la politique un peu restrictive d'accès à la méthadone, où on va demander aux patients de venir prendre leur traitement tous les jours ou de manière régulière. Et voilà, ils décrivent la méthadone comme des menottes liquides. Voilà, et ça montre un peu comment voilà, on pourrait peut-être améliorer la manière de la prise en charge de ces personnes. Et pour aller dans ce sens-là,
une étude biologique qui a montré une très bonne concordance entre ce que le patient raconte en termes de ressenti et les dosages de méthadone. Donc on peut aussi faire confiance aux patients dans les choix faits dans la prise en charge. Voilà. Bon, j'ai presque fini, pardon, mais je ne sais pas, elle a disparu. Bon, non. Non, attends. Oh là là. Voilà. Tu l'avais déjà fait. Bon, ça bloque. Tant pis. Juste, pour finir, en conclusion, voilà, une approche pragmatique où on va prendre en compte finalement l'environnement, les préférences des patients. Donc c'est un peu ce que la réduction des risques nous enseigne aussi. Surtout, combiner les outils de réduction des risques, même pour des personnes en traitement, des traitements de substitution associés à des outils, à du matériel stérile, à un ensemble de services. Et puis, il y avait l'avant-dernière diapo qui était sur la précarité, mais prendre en compte l'environnement social de ces personnes en traitement pour améliorer la prise en charge. Voilà, je vous remercie. Désolée pour cette fin un peu... Merci beaucoup, Perrine. Il y a du son ou pas? Oui. Merci beaucoup, Perrine Roux. Donc, ces deux interventions, vous avez vu, sont coordonnées, puisque Perrine a travaillé dans l'équipe de recherche, dans une équipe de recherche auprès de Sandra Cobert. Donc, on va peut-être consacrer un temps de questions-réponses autour de cet aspect-là, et puis ensuite, nous passerons après peut-être à l'intervention suivante, où on a le temps, 10h45. On a 5 minutes de questions. Et Patrick Eberhard va peut-être faire un commentaire déjà. Je vais faire un commentaire parce que je trouve que l'étude de Perrine est tout à fait remarquable et pose bien le problème de la relation entre la clinique et la recherche. Pour vous rappeler un tout petit peu quels ont été les débuts du concept de réduction des risques en France, je préside cette séance avec Béatrice Stamboul et nous connaissons l'action d'une ONG qui est Médecins du Monde et qui s'est autoproclamée responsable de développer la réduction en France des risques. Pas toute seule, bien sûr. Elle a fait une alliance. On va parler d'une alliance qui était aide, ASUD, usagers, et Médecins du Monde, suivi de la Mutualité française, pour vous dire que c'est un réseau assez large en France qui a pris cet objectif de santé publique en charge et l'a imposé progressivement au pouvoir public. C'est une dynamique que moi j'appelle la dynamique humanitaire, c'est-à-dire qu'on repère un problème, on trouve des solutions, on demande aux politiques de se saisir de ce problème et de faire changer. Alors, nous, on voulait changer la loi en dépénalisant l'usage. Ça n'a pas été possible, mais on a changé les pratiques très largement à partir des années 94-95. Donc, nous avions commencé sur le réseau bas seuil, qui était tout simplement de tendre la main à des gens qui étaient totalement exclus et qui avaient une séroprévalence au VIH de près de 40 ou 50% dans les endroits les plus déshérités. Et nous avons mis en place progressivement cette politique qui, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les CARUD et ailleurs, est absolument remarquable. Mais j'ai entendu ici, pendant les quelques jours avec vous, qu'on s'essoufflait un peu. Je veux juste faire cette remarque, je trouve qu'on s'essouffle un peu dans la dynamique, parce que la réduction des risques, c'est un combat. C'est pas juste, c'est vraiment difficile. C'est une population très difficile, et si l'on veut appliquer tous les éléments des programmes de réduction des risques, et notre ami Varel va nous le montrer tout à l'heure, c'est très compliqué. Alors juste une chose qui me surprend par cette remarquable présentation de Madame Comer, c'est qu'elle parle sur la réduction des risques. Bon, elle parle des opiacés et des recherches sur
la dépendance. Mais elle montre comment, aux États-Unis, cette cible incroyable de mortalité par overdose aux opiacés passe de quelques milliers de doses à 70 000 morts par an. Vous voyez? Et ça, c'est quand même un problème, parce que où est la réduction des risques? Réduction des risques de 5 000 à 70 000 en 10 ans, il y a un problème. Il y a un problème et on en reparlera. Je peux juste... Attends, je termine et tu reprends. Donc, c'est un problème et c'est vrai qu'en Europe, nous n'avons pas, à part en Écosse, des chiffres comparables. Et c'est quand même très probablement de pouvoir mettre en place tous les éléments de la réduction des risques, parce que c'est vrai que c'est holistique, comme tu l'as dit, c'est holistique. Et donc, si on ne peut pas proposer ça, ça marche moins bien. Et on va pouvoir avoir une discussion tout à l'heure avec la présentation de Farrell. Juste un retour sur cette remarque. Si Sandra, c'est vrai, a présenté ses résultats sur des médicaments, il y a la substitution, donc ça fait partie des outils de réduction des risques. Sandra a également participé à des projets sur l'éducation à l'administration de la naloxone dans le contexte américain avec ces overdoses. Donc elle a conduit des projets très intéressants avec les programmes d'échange de seringues sur l'éducation à la naloxone, et voilà, qui sont évidemment des interventions à promouvoir dans le contexte américain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci Perrine pour ce tour d'horizon. On t'entend pas. Donc, merci Perrine pour tout. Je vais directement à la question que je vais poser. J'aurais beaucoup de choses à dire et de compliments à faire à Perrine, mais là, ça serait plutôt une critique. Tu as évoqué à propos de la Suboxone, l'expérience de la Malaisie. Ouais. Je pense que tu connais comme moi le travail de l'équipe de Yale, de Bruce et Altis, qui sont d'excellents professeurs de santé publique, beaucoup moins inspirés en addictologie. Et je pense qu'on ne peut pas... Il faut situer ce qui s'est passé en Malaisie. Donc, après que Singapour ait finalement interdit le Subutex, la buprenorphine, du fait des injections, pour des trucs que c'était pas bien d'injecter les traitements, donc la Malaisie a un petit peu suivi, et de façon... il y a eu un transfert obligatoire de la buprenorphine, du Subutex vers la Suboxone. Et donc, le passage, qu'est-ce qui a été observé? Donc, il y a eu une augmentation des doses et une augmentation de la fragmentation. À quelle dose, Perrine? Tu es l'auteur, peut-être le français qui a fait le travail, peut-être avec quelques autres qui sont pas loin d'ici, pour montrer combien, concernant la buprenorphine, parce que maintenant, tu sais comme moi que la béladone s'injecte aussi beaucoup, et on en voit beaucoup dans les salles de consommation. Tout s'injecte. Mais bon, revenons à la buprenorphine. Tu as démontré, et tu es une de celles qui a un travail le plus sérieux, parce qu'en France on parle, mais on démontre peu, pour montrer combien le sous-dosage de buprenorphine est un facteur d'injection. Tu sais, dans la publication malaisienne, de combien était la dose moyenne qui a été augmentée puissamment de 1,88 mg par jour à 2,50 mg par jour. Quand on sait que par voie sublinguale, les données de la science, les doses efficaces sont entre 16 et 24 mg. Voilà, donc citer la Malaisie sans citer ce problème. Le problème de la Malaisie, c'est pas la Suboxone, c'est le dosage de la buprenorphine, l'extraordinaire sous-dosage. Donc tu as, toi, en France, contribué à montrer que ce sous-dosage était un facteur d'augmentation de l'injection, et c'est le mal français. C'est le mal français. Ce problème du dosage non pertinent de la buprenorphine et tous les risques et dommages que cela induit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors pour répondre à ton commentaire, Jean-Pierre, le dosage et puis la molécule aussi, hein, voilà, si la personne elle est sous-dosée ou si elle n'est pas en accord avec la molécule et l'effet à rechercher, il va y avoir plus de détournements que
que si le traitement est adapté. Juste, cette étude malaisienne, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle éclaire des pratiques qui existent et avec la Suboxone et qu'on oublie un peu en discutant avec des usagers de cette étude-là. Ils m'ont confirmé qu'effectivement, ces pratiques-là avaient été observées et ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais il y a cette idée de fractionner pour avoir l'effet escompté. Les personnes, en fractionnant, il n'y a plus l'effet de l'analoxone et ils injectent à plusieurs reprises pour avoir l'effet recherché. Notre étude au Vietnam, qui est publiée, a démontré exactement le contraire. Ok. Bon. Enfin, je te la passerai. Ok, écoute. Ok. Merci. Échange. Non, mais je dirais quelque chose après là-dessus. Autre question concernant la présentation de Perrine? Je vois des mains. Voilà, Marc. Et quelqu'un plus loin, là-bas. Oui, merci beaucoup pour ces 2 premières présentations. Et alors, moi, je verrais un pont sur la question des modèles. Peut-être ce qui fait obstacle est le fait que, puisque donc, dans l'étude un élément de la présentation de Sandra Comer, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre ce qui est prédit et ce qu'on attend comme résultat, les résultats réels que l'on a. Et puis, dans la présentation de Perrine, il y a aussi un peu ces éléments. Il y a des décalages entre les mesures qui sont prises et les résultats qu'on obtient. Et peut-être que du coup, plutôt que peut-être il faut prendre un peu de recul et revoir exactement les modèles, que ce soit donc les modèles animaux, les modèles cliniques en laboratoire ou les modèles par rapport à la réduction des risques, rentrer un peu plus dans le détail. Substitution, ça veut dire quoi? Les histoires de dosage auxquelles faisait allusion Jean-Pierre Delouette, c'est quoi l'implication? Et de reprendre des études plus qualitatives sur les différentes expériences que les personnes peuvent avoir avec les traitements. Parce que, pareil, traitement, ça veut dire quoi? Oui. Et il faut qu'on rentre dans le détail, sinon, et c'est le gap à venir. Voilà. Oui, peut-être que... Oui, une seule question alors pour après rester dans le temps, parce qu'effectivement, on déflore peut-être l'intervention suivante qui fera justement le pont sur l'approche intégrative. Et 10h45, oui. Oui, c'est 45 minutes. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Damien Carmona, je suis médecin addictologue dans le Val-de-Marne. Une première réflexion, on a vu suite à l'arrivée de certaines formes combinées de buprenorphine, le passage associé finalement de la dose autorisée de Subutex de 16 à 24 mg. Ça s'est un peu fait en catimini, j'ai eu l'impression que c'était logique, mais c'était assez surprenant comme changement de paradigme, mais tant mieux. Une question, c'est dans certains cas, on est quand même très démunis concernant les gens qui sont addicts aux injections, savoir comment donc les repérer finalement, et en termes de pratique, vous, comment est-ce que vous prenez en charge ce genre de situation? Je vais peut-être laisser la parole aux addictologues, parce que moi je ne suis pas clinicienne. Est-ce que Béatrice, tu veux répondre ou pas? Non. Il y a une question clinique en fait à laquelle j'ai pas ma place pour répondre. Sur la prise en charge des patients qui injectent, comment faire pour repérer ces pratiques chez ceux qui injectent des fortes doses de buprenorphine, c'est ça? Ceux qui sont addicts aux injections en fait, c'est-à-dire qu'il y en a où c'était clairement sous-dosé et le passage finalement de 24 à 16, ça peut permettre de résoudre un certain nombre de situations pour les patients qui finalement utilisaient le sniff ou même l'injection dans des contextes de sous-dosage. Mais il y en a certains où il y a quand même d'authentiques addictions finalement entre guillemets comportementales à l'injection, ça va vraiment être très schématique. Ouais. Je ne sais pas si je vais avoir la bonne réponse. Pour savoir comment les gens injectent, il faut regarder leur corps. Il faut travailler ça avec eux, d'autant que souvent c'est une injection qui est vécue comme un petit peu honteuse, donc ils ont un petit peu du mal à en parler. Ce que j'ai quand même envie de dire à travers la présentation de Perrine, c'est que
nous, les acteurs de terrain de la réduction des risques, on voit comment les outils, même extrêmement pertinents, même extrêmement diversifiés, peuvent être utilisés soit comme un moyen de libération et de stabilisation des personnes, soit comme un moyen d'emprise et de tenir les gens sous contrôle. Hein. Le type qui dit que c'est comme des menottes liquides, moi ça me parle beaucoup et je suis quand même assez... je note quand même, après tant d'années, la frilosité de nos tutelles à accepter les produits un peu plus psychoactifs ou véritablement l'injection, hein, qui oblige les gens effectivement à injecter des produits ininjectables et dommageables. Et je crois véritablement que dans la réduction des risques, il faut prendre le sujet, enfin je vais redire des choses qu'on a dites, là où il en est de son parcours d'usage et l'accompagner vers des modalités plus protectrice. Mais pour ça, il faut déjà connaître et accepter des choses qui parfois nous paraissent un peu difficiles. Je crois qu'il faut qu'on passe... Excusez-moi, j'ai quand même une question. Non Marion. En fait, je voudrais juste savoir les conséquences de l'enquête que tu as faite sur la buprenorphine injectable et si l'industrie s'en est saisie. Merci, bonne question. J'ai été sollicitée par des industriels suite à cette enquête et donc il y avait un projet avec Etipharm sur un projet de buprenorphine intraveineuse et pour l'instant il est resté en stand-by. Apparemment pour des raisons de difficulté à fabriquer un produit stable dans une ampoule, à des dosages plus élevés que celles qu'on avait pour le Temgesic. Donc pour l'instant on n'a pas avancé sur la question, mais on espère que peut-être ça viendra. Mais c'est vrai que l'idée, la perspective de ce traitement, c'est de sortir du tabou de l'injection en fait. C'est de permettre, je sors de ma casquette de chercheuse, mais c'est de permettre à l'usager, au patient, de parler d'un traitement qui existe. Si le traitement est injectable, on peut parler d'injection. Et voilà, il y a beaucoup de patients qui cachent tout ça à leur médecin, on le sait, et voilà, l'idée c'est de sortir de ce tabou. Alors, on va terminer cette session, mais merci beaucoup. Mais on va... Attendez. Notre ami, le professeur Comer de Columbia, est en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour elle? Just a second. Are there any questions for Professor Comer from Philadelphia? Yes. Good morning, everyone. Well, good morning. Good morning. It's very early for you. We are sorry. Oui. Yeah, no worries. So, Bonjour. Oui, une question pour Sandra Comer par rapport à ces modèles et pour rebondir. do you have the translation or not? Do you hear the translation? Yes, I heard. I didn't hear the question, though. No. Okay. So he's going to put it in English. Okay. So, hi, Sandy. Just Yes, I can hear. a question. And you heard the debates about the issue. So one of the questions is maybe our models, both in harm reduction and treatment models, we need to go further to understand the different gaps. And one of the things that is reported by patients is, was quoted by Perrine, is some patients report that experiencing methadone, or you have the same, I think, with buprenorphine, is like having liquid handcuffs, feeling like a prison, in a kind of prison. And then in other qualitative studies, you have the opposite that is reported. And you have patients that say, wow, being on methadone is being freed. I get my freedom back. And you have that also with buprenorphine. So I think the question, how can we reconciliate, and we need to make it short, sorry, how can we reconciliate how with the same medication, individuals will experience totally opposite experiences, one of being handcuffed and the other being unhandcuffed?
Thank you, Mark. That's a really interesting question, and I was not familiar with that paper. I took a screenshot because I want to go back and read it about the patient who said that they, experienced methadone as a liquid handcuff. I haven't heard that before, and I wonder actually if the statement is related to the difficult procedures that are surrounding obtaining methadone. And, so that's one component. So I think we have to dig a little bit deeper into the reason why that feeling was expressed. The other part has to do with just generally the feeling that being on an opioid is constricting because, they have to take it repeatedly. And, being on something like methadone will just continue that kind of experience that somebody has, and that they would prefer to be off of it completely. So, I've started doing some qualitative research as well, and I think it's really valuable to provide a real world, perspective from the users. I really enjoy doing that. But I think trying to interpret some of these data is a little bit complicated too. I'm a behaviorist, and so I like to, see how the behavior changes, because if we're concerned about continuing use, and if we can make it less risky for patients to, experience these drugs or to stop taking it, I think we need to focus on the behavior as well as the verbal reports. So, these models that we have are really only valuable to the extent that it predicts, behavior and some of these outcomes that we have. So, yes, in general, I completely agree that we need to, dive a lot deeper and to try to make the models match what's happening. Thank you very much. Are there any other questions? D'autres questions? Non. Donc, thank you very much. We have to go on with the program. Thank you. Donc, je vous présente maintenant notre ami Jason Farrell, qui est pionnier dans le développement de la réduction des risques. Je le connais depuis 30 ans, en particulier. On a participé à la fondation de Harm Reduction International et lui, il a mis en place des guichets uniques de soins, On-Stop Shop Care. Il œuvre depuis 30 ans et a travaillé aux États-Unis, puis actuellement aux Pays-Bas, où il a créé le Positive Health Project et qu'il a transféré aux Pays-Bas, où il travaille depuis 2009. Je lui cède la parole. Thank you. Good morning, and thank you for coming. I want to thank Jean-Pierre, Cecilia, and the whole team for inviting me. I feel like we're part of a family here with my colleagues, and I will speak in the microphone. Yes, okay. I will speak slowly because we have translators, and I know English is not a language many of you will speak on a daily basis. But speaking Dutch is not so easy also. So, okay. So, brief introduction. We will talk about how using harm reduction interventions can be effective in helping people who can no longer manage their drug use start treatment and minimize the risk of HIV, hepatitis, and STI infections. When we put drug use in the context of a risk behavior, it opens up opportunities to discuss the specific risks related to their use and the benefits to minimize and eliminate. So in a nutshell, when people ask us, well, what do you do at Choices Support Center? Well, we help people who can no longer manage their drug use. Many who come to us do not feel they require inpatient or outpatient treatment. What they want is to make changes, but need some guidance. We help them take the first steps towards establishing a pragmatic prevention plan, a prevention care plan
with realistic, actionable goals and objectives. Like Ms. Comer said, it's all about behavior. Our mission is to connect people with appropriate addiction, mental health, medical treatment by providing advocacy, support services, and assistance needed to improve treatment, outcomes, and retention. The concept in care and service is based upon research and current surveillance data designed to fill gaps in the continuum of care to address the trends in drug use risk behaviors and improve treatment outcomes and retention. We see poor retention and treatment, long intake waiting periods, and very few comprehensive services for the LGBT community with addiction problems. We focus on behavior change utilizing evidence-based behavior interventions. Our clients participate in behavior change interventions to minimize and eliminate the drug use and the risk behaviors associated with that drug use. The interventions are treatment readiness interventions, which we actually prepare people before they start treatment to improve their retention and outcomes. And this was developed in my medical center in New York when we started. Well, first of all, I opened the first harm reduction program in the United States with an on-site medical center. And when we were providing HIV testing, treatment adherence is very important. So when you work with drug users who need to take medication for the rest of their life, adherence was very important. So we developed treatment adherence interventions, and these interventions can be applied for any kind of treatment. We also use social network interventions, which my friend and colleague in the US, Carl Latkin, was one of the people who helped develop these models, where you change the people's social network to improve and integrate and support the change of new behavior, which is very important. So our services include low threshold online registration through our website. We do an intake and a triage. We provide individual and group interventions. We provide groups, particularly around chemsex and treatment readiness. We offer access to testing. We're right across the street from the health department, and we distribute self-tests so people can go home and test themselves or test themselves in the office. We offer yoga, meditation, and we have direct referrals to all the treatment facilities throughout the Netherlands, including addiction and mental health. We see predominantly gay men and people in the LGBT community with drug and sex addiction. Despite Amsterdam being a very diverse city, there is a gap in drug services focusing on the needs of gay men and the LGBT community. Recently, more LGBT migrants are struggling with drug use upon arriving to Amsterdam. Some of our numbers. Now, take into consideration, we just opened in 2020. The week COVID hit was the day I signed the lease on my office. So you can imagine the panic. Despite that, and being a new organization trying to develop trust within the community, we were able to see about 36 clients. As you can see, we're surprisingly seeing a significant number of people over 50, and our referral source is primarily through word of mouth, friends. 61% of our clients successfully reached their goals to change their drug use, and 100% changed their sexual risk reduction goals. Now, when we talk about goals, we need to talk about harm reduction and addiction care. As we talked about early, historically, harm reduction has been at opposite ends with addiction care, when in fact they're very much the same. The context of harm reduction, we help people self-define personal recovery towards well-being without the use of drugs or risk behaviors associated with the drug use. Now, the culture of harm reduction programs support the safer use of drugs among those who are not ready, willing, or capable to stop. Now, the culture of supporting drug use safely, having fun, manage your use, sends conflicting messages to those who want to minimize or just stop.
Within harm reduction programs, people become empowered, some more motivated than others, who want to make changes, but reach the plateau of care available. Now, in European harm reduction programs, very different than the American ones, we don't see behavior interventions on an individual basis to help people pragmatically work towards eliminating risk behaviors. It's what we do. So what happens is when you work with people who have been going to a harm reduction, there's betrayal and fear. When confronted with leaving the safety of a harm reduction program, you can no longer live up to the culture, right, of an organization that's been there to help you. You seem like you're going against that. An organization that has been really helpful for you. Feelings of betrayal, fear, failure, inadequacy, and anxiety come to mind. Going to rehab, a 12-step meeting, or therapy are reasonable options, but all of which require commitment or setting goals and achieving outcomes that have been unattainable for many. They're very unrealistic for many people. So the bar is set way too high. So what happens when you want to make change and you're not ready to go to inpatient addiction, but the setting in which you're at now is not really doing it for you? So there are low-threshold solutions. What happens is when this group of people who is motivated to change their drug use, they're not supported by the harm reduction program due to the culture and their social network going to that program all the time because they want to do something a little bit different. They're better off connecting with others who are like them, more motivated to make drug use and lifestyle changes in a different setting that has a culture supportive of change and provides that structured support. At Choices Support Center, we offer that. We first assess that the person is in need of treatment, detox, mental health care, or other medical care. Once we figure that out, and they're ready to really participate in a pragmatic process, we start that change by preventing a prevention plan. And this is based on prevention case management, something I developed at the CDC in the US, which has been very effective. So by making choices, together the psychologist and the client identify the barriers to personal goals and well-being. In many cases, it tends to be the drug use and sexual behaviors. But upon identifying the fact that drug use and a lifestyle centered around the use is creating these problems, that is what becomes the goal to minimize or eliminate to successfully reach desired goals. When the plan is negotiated between the client and the psychologist, that becomes the roadmap. Together, they work towards reaching each goal by establishing actionable behavior change tasks that will be done with an agreed upon time period. And if it doesn't work out, you go back. But the goal always stays the same. It's the steps towards that goal that could be negotiated. Our groups connect the client with others who are working on a plan and may have similar goals. The group becomes a new social network supporting, integrating, and maintaining these new behaviors and lifestyle. So prevention care plans are pragmatic steps to achieve realistic and achievable goals. For many, drug cessation is really a goal, but although sometimes the identified risk associated with their drug use will take precedence, hierarchy of risks, right? Harm reduction. So this may include just reducing the number of unknown sexual partners to a limited number of known partners, or replacing drug use with increased intimacy, maybe talking to the person before having sex with them. The negotiating process of creating the personal plan provides the first opportunity for many to explore how the drug use and their sexual behaviors may have affected various aspects of their life, whereby creating barriers to personal goals, employment, how it affects their vanity, performance, as well as creating relationship problems, health problems, and of course, infections. Because we're talking about a group that's involved in chemsex. I don't know if many of you know about chemsex, but it is a growing issue within the gay community throughout Europe. Many are ambivalent about making changes to their drug use or how to make change. These are some of our outcomes. In a country where managed drug use has been normalized and accepted, those who can no longer manage their drug use feel inadequate and stigmatized within their social network.
So we found that many need the psychological support to get them to their next phase in behavior change towards recovery, their own self-defined recovery. Clients tell us the reason that they come to us is because they haven't found a place that feels accessible. We're not too medicalized or mainstream, thank God. And by helping our clients connect the dots, offering guidance towards creating a mutually agreed upon plan, we minimize the anxiety to make changes and better choices. I want to thank my colleagues, and I want to thank all of you for your patience and understanding and your attention. Thank you so much. Bravo. Thank you. Thank you, Jason. I speak in French, so you put back your... Yeah. Je vais parler en français. Je veux dire, je salue, comme disait Patrick, une vieille connaissance, Jason Farrell, et cette excellente présentation qui est exactement dans l'esprit de ce que doit être la réduction des risques, c'est-à-dire respectueuse, non-judgmental, comme on dit en français, et qui permet pas à pas d'accompagner la personne sans projeter nos propres priorités, en respectant des buts qui sont atteignables et qui peuvent rendre à la personne l'estime d'elle-même par la réussite des étapes que tu leur proposes. Je trouve que c'est un programme effectivement très adapté à Amsterdam, mais dont nous pouvons tous nous inspirer parce que c'est dans ce modèle et dans cet esprit-là que la réduction des risques propose et intègre des personnes qui sinon sont exclues des programmes à haut seuil qui sont effectivement pour des gens qui vont déjà bien. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions pour Jason? Bon. Marc. Oui, merci. Non, tout ça est absolument passionnant. Et ça bouillonne dans ma tête, donc j'essaye de mettre les choses... Alors, d'abord, Jason, merci beaucoup pour cette présentation du programme et de ce souci, si j'ai bien compris, d'approche... d'approche intégrée et d'approche intégrée, de prendre en compte les besoins des personnes là où elles sont et d'avoir les outils, tous les outils disponibles sans a priori. Si j'ai bien compris, c'est ça le programme que vous faites, intégrer de la réduction des risques au traitement de l'addiction elle-même. I don't hear, there's no translation. No. I didn't hear any translation. I didn't hear it. Do you hear the translation now? No, I didn't hear anything. Okay. So I was just saying briefly what I understand. Now I hear the woman now, but she didn't translate it. I didn't hear what you said. Okay, so... Sorry, I didn't hear it. Just briefly, what I understood from what you said is that, and I was thanking you for the integrated approach. Thank you. Taking the person as the person comes and trying to adjust different tools from basic harm reduction to full treatment of addiction, right? Yeah, the continuum. Right, a continuum. So I would say, so sometimes we speak a lot, and I think that's a problem, more of a solution about au seuil, pas seuil en anglais, comment on dit déjà? Thresholds. Yeah. Right, low thresholds. So would you say your system is a low threshold? Yeah. Or would you say it's a no threshold? Because I never understand, why should there be any threshold at all? You're right. Well. And just before, another comment so that you can... go right ahead. I think also one of the problems we have is about these thresholds. And another issue is about what actually is harm reduction.
It was just said as a kind of summing up of what was said about harm reduction. So it was said in French, but is it really true that harm reduction is taking people where they are? Yes, where they are, comment tu as dit déjà Je disais que la réduction des risques prend les personnes là où elles sont, c'est-à-dire qu'on fait des propositions qui sont adéquates à notre perception de la situation du sujet, sans jugement et surtout sans projection de notre part, sans décider pour eux quel doit être le parcours. C'est avec eux qu'on le construit. Voilà. Mais du coup, ma question, mais y a-t-il une alternative? Et si on a une définition trop large de la réduction des risques, en fait, on perd l'objectif. Parce que quelqu'un peut-il revendiquer de ne pas faire comme ça? Quelqu'un peut-il dire, non, mais moi je ne prends pas les gens là où ils sont, je ne prends pas en considération, en conscience, après qu'on le fasse de façon inconsciente, mais en conscience, peut-on dire, moi les gens, j'en ai rien à foutre, je les prends, je fais ce que je veux, et s'ils ne sont pas contents, ils se cassent. Alors, oui, mais après, mais si on veut aller plus loin, dans une approche plus intégrée, il faut qu'on rentre dans des définitions plus... Enfin, où on peut discuter, sinon, encore une fois, quelle est l'alternative et... Par exemple, le truc des narcotiques anonymes avec les 12 steps, par exemple, c'est, à mon avis, alors je le dis, c'est le contraire de la réduction des risques. C'est-à-dire, il y a déjà une programmation à laquelle tu t'intègres, c'est-à-dire tu acceptes ou tu sors, mais je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui peut, dans une optique de conditionnement opératoire, fonctionner, mais philosophiquement, moi je considère que c'est l'opposé de la réduction des risques. Et puis, après, nous connaissons tous des collègues qui se sont emparés de la dictologie quand c'est devenu la donne officielle de notre pays et qui font de la méthadone comme tu fais d'autres maladies, de la même façon, en tenant les gens sous emprise. Enfin bon, je ne vais pas faire le catalogue des contre-attitudes, des contre-attitudes, mais voilà. Mais c'est à toi qu'on pose la question, effectivement. Well, I understand what you're saying, and what I also find interesting is the different approaches to harm reduction. So when I first arrived in the Netherlands, I was working with the European Harm Reduction Network, doing capacity building and harm reduction programs throughout Europe. And visiting all these programs, what I've noticed was very different than establishing harm reduction programs in the US, was the US model was very focused on behavior change, minimizing risk behaviors. You have a captured audience coming every day. What are you doing with these people who come to your office every day? The intake and triage, are the right questions being asked among people registering for your program? So if someone's coming to my organization and they're using drugs for maybe a year or so, I would ask them, have they ever considered other options? Rather than just say, hey, that's great. Here's all the equipment you need and use safely. Right. But there are choices that people can make. If that person is totally adamant about using drugs and they don't want a discussion around other options around treatment, fine. Here's the equipment, here's the education, here's the information that you need. Whenever you want to talk, we could talk about it. And that's the end of it. I don't revisit that unless they approach me again and want to talk about that. So also additionally is the behavior intervention. It's all about changing behaviors, harm reduction. It doesn't happen through osmosis or just by coming to an organization, getting coffee and sandwiches.
what are we doing with people in harm reduction programs? How are we helping guide them and facilitate behavior change, right? Teaching people how to inject safely has become very important around hepatitis infection. And we learned many organizations are not really adequately prepared or staff knowledgeable how to teach safe injection to prevent infection and reinfection. So that became a big issue. So as we learn and move forward, these are things that we could start implementing to enhance the continuum of care within harm reduction programs. But what we know now is there is a concern about the lack of interest and support for harm reduction. So we've gotten to a certain point, and now we really need to keep pushing forward to enhance that continuum. And the fight must go on, and we need to continue that, because the model that I do and that's done otherwhere, offering buprenorphine to people in needle exchange programs, because who's going to go into withdrawal voluntarily to start? When you came to my program and you were in withdrawal, I would say, hey, listen, you want a pill or a needle? I can give you a pill now, you could take a break for a day, come back tomorrow, and I can give you another one, because they come to us in withdrawal, right? So you capture them in the moment. That's one model. So how can we look at all of these models and expand the continuum of care of these programs? But they need the infrastructure and the support and the money. And that's where the fight must continue. Yeah? So, any other questions? Merci, Jason. Vu le temps, il nous reste la possibilité d'une dernière question. Je vois la main de Hans se lever. Bonjour, Hans Gadelius. Peut-être je posais la question, peut-être que le jour où on fusionnera le concept de XAPA et de CARUD et qu'on pourra peut-être faire une prescription de Subutex et après accompagner l'injection sur l'autre coin du bureau, ben, on aura peut-être gagné et on pourra faire ce que monsieur fait dans son pays. Je ne sais pas. Yeah. We have to explain that. In France, it's different facilities where you get your syringes and where you get your buprenorphine or methadone. So if we could have one facility which would be low threshold, and you could have either or, not either or, but both. Exactly. Yeah. That's what. Yeah. That's what we did at my medical center in New York years ago. Bien, écoutez, je remercie d'abord notre intervenante des États-Unis qui a explosé sa nuit pour pouvoir parler avec nous. Thank you very much for raising in the middle of the night for the pleasure of being with us, and we are very happy with that. Et merci aux interventions qui ont permis quand même sous des jours très différents d'éclairer le caractère global de ce qu'est la réduction des risques. Merci aux organisateurs. Pause.